C'est la journée internationale de lutte contre le cancer. Si rien n'est fait pour enrayer le phénomène, le nombre de malades pourrait augmenter de 60% en 20 ans. Alors, comment faire mentir ces chiffres ? Eh bien, la réponse ce soir avec notre invité, Axel Kahn. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin, généticien, essayiste, désormais à la tête de la Ligue contre le cancer. Et vous nous donnez ces chiffres glaçants. Un enfant sur deux qui naît aujourd'hui pourrait avoir un cancer dans sa vie. En effet, ces chiffres découlent de ce que nous connaissons, vous et moi. 750 000 naissances tous les ans. Et dans les années 2020, les années actuelles, 400 000 nouveaux cancers tous les ans. Vous comparez un peu plus de 2 enfants sur 2. Si les choses restent en état, et sans doute elles resteront en état, connaîtront un cancer. Et donc, chaque famille, bien évidemment, chacun sera confronté à cette maladie dans sa chair ou dans celle de quelqu'un qui lui est proche. Et oui, nos enfants, nos petits-enfants. Quels sont les cancers les plus répandus aujourd'hui ? Le cancer le plus répandu, mais le moins grave, c'est le cancer de la peau. Environ 80 000. Mais si je mets de côté, il n'y a que les mélanomes qui sont véritablement graves. C'est le cancer du sein et de la prostate, chez les femmes et chez les hommes, qui tous les deux sont supérieurs à 50 000. 58 000 cancers du sein. Pour le cancer de la prostate, ça dépend si on le détecte ou pas, parce que souvent le cancer de la prostate, on ne le détecte pas et les gens, ils meurent âgés, les hommes, d'autres choses. Mais aux alentours de 50 000. Après, c'est le cancer du poumon. Ensuite, c'est le cancer colorectal. Aujourd'hui, il y a également de plus en plus de cancers pédiatriques. Le Monde titre aujourd'hui cancer pédiatrique, l'introuvable explication des cas concentrés dans différentes régions de la France. 6 mystérieux cas de leucémie en Loire-Atlantique, 10 cas de cancer dans le Haut-Jura. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène, professeur ? Alors, je ne dirais pas qu'il y a de plus en plus de cancers pédiatriques. Ça augmente peut-être un tout petit peu, mais très peu en réalité. Les chiffres augmentent très peu. Les cancers repère, pédiatriques, voilà, on les repère. Et surtout, il y a le phénomène extrêmement troublant et inquiétant que vous dites. C'est-à-dire, il y a des concentrations, on appelle ça des clusters. Et c'est un cancer rare, le cancer de l'enfant. 0,7 à 0,9% des cancers seulement. Alors, quand dans un endroit relativement petit, dans un périmètre limité. Vous trouvez entre 6, 7, 8, 12 ou 13, une vingtaine de cancers, je crois me le rappeler, à Sainte-Pazanne, en Loire-Atlantique. En effet, il y a un questionnement. Est-ce qu'il n'y a pas une cause qui peut l'expliquer ? Est-ce simplement le hasard ? Mais le cancer est rare et donc on est très étonné. Et les recherches sont extrêmement difficiles. Il est rare que l'on trouve de manière évidente une cause déclenchante. On parle alors d'effet cocktail, mais l'effet cocktail, c'est une manière de dire qu'on n'a pas trouvé aussi. Et oui, alors les parents sont très démunis. La médecine aussi, pour l'instant, même si les recherches avancent. Est-ce que ça peut être lié à l'environnement, justement ? Vous parliez d'effet cocktail. Ça veut dire aussi les pesticides, ce que l'on mange, ce qu'il y a dans les sols, ce qu'il y a dans l'air peut-être ? Oui, c'est possible. C'est possible, mais il est très difficile de le prouver. Il y a des causes de cancer qu'il est facile de prouver. Le tabac, 46 000 morts. L'alcool, 16 000 morts. L'obésité et d'autres additifs alimentaires, des particularités de l'alimentation, 5 à 7 000 morts. Le soleil, 1 600 morts, etc. etc. Le papillomavirus, de l'ordre de 2 000 morts. Ça, on sait. En revanche, vous me demanderiez exactement le nombre de décès liés au cancer qui peuvent être associés aux perturbateurs endocriniens, aux pesticides agricoles, aux produits chimiques. Je vous dirais, il y en a sûrement. Il y en a sûrement quelques milliers, donc ça n'est vraiment pas rien, mais extrêmement difficile de préciser réellement le chiffre. On parle des habitudes alimentaires, on sait que c'est la charcuterie qui est bourrée de nitrites. Les nitrites, c'est ce qui est utilisé pour rendre le jambon plus appétissant, une belle couleur rosée. Ça, on sait que c'est cancérogène et pourtant, c'est toujours autorisé ? Il y a vraiment quelque chose de particulier dans la charcuterie. C'est que le seul aliment qui soit classé cancérigène avéré par l'Organisation mondiale de la santé, c'est la charcuterie. Et si on écoutait l'OMS, il ne faudrait pas manger du tout de charcuterie. Heureusement pour les charcutiers, sans doute c'est lié aux nitrites. Et il suffirait que les charcutiers arrêtent, et on peut le faire, ils savent le faire, arrêtent de traiter leur charcuterie par les nitrites pour que, sans doute, le danger de la charcuterie soit le même, il y en a un petit, lié à la viande rouge. Aujourd'hui, quoique moins rouge que le roast beef,
la charcuterie est plus cancérigène. Et pourquoi alors qu'ils n'arrêtent pas de mettre des nitrites C'est dans une commodité. la Alors, charcuterie c'est une commodité économique. De conservation. Voilà. Oh, oui, il y avait des raisons. C'est une méthode relativement efficace de lutter contre les bactéries, le botulisme, etc. Mais on a d'autres méthodes aujourd'hui. Et c'est pas vrai du tout pour les salaisons. On nitrite les salaisons, il n'y a aucune raison, aucune raison. Le sel conserve très bien. Et donc, c'est simplement parce que cela permet d'accélérer 2 fois la maturation. Donc, ça va plus vite et ça permet de faire des gains économiques. Pour le jambon, pareil, lutter contre les bactéries, mais surtout le rendre rose. Et évidemment, les personnes aiment cette couleur. Il y a même quelque chose qui est plus pervers. C'est qu'on a tellement intoxiqué les personnes à ces jambons nitrités qu'il y a un goût particulier et que les gens sont attachés au goût des nitrites dans le jambon. Donc il faut aussi changer nos Ouais, habitudes. naturellement. Alors vous êtes cancérologue depuis plusieurs décennies. 52 ans. Ah voilà, vous le dites pour moi, je n'osais pas le dire. Est-ce qu'on se soigne de la même manière? Est-ce qu'on soigne mieux les cancers aujourd'hui? Quelles sont les évolutions dans les traitements que vous avez On repérés? parlait du cancer de l'enfant tout à l'heure. Quand j'étais jeune cancérologue, 80% des enfants atteints de cancer mouraient dans les 6 mois à 2 ans qui venaient. Aujourd'hui, le premier cancer de ces enfants est guéri dans plus de 80% des cas. C'est pas totalement satisfaisant parce que les traitements que l'on utilise pour les guérir sont eux-mêmes cancérigènes. Et donc, le risque qu'ils développent encore un autre cancer plus tard est élevé. Et la Ligue a mis beaucoup d'argent pour demander à ce que les traitements soient modifiés afin d'améliorer le pronostic à long terme des enfants. Pour les autres cancers, aujourd'hui, on guérit 55% des cancers. Il y a des cancers qui, de mon temps, étaient toujours mortels. Chez les messieurs, les cancers du testicule. Aujourd'hui, on les guérit toujours, Avec pratiquement. quel type de traitement? On entend beaucoup parler de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais il y a de nouveaux traitements comme l'immunothérapie. Ça, ce sont des Les deux alternatives traitements- révolutionnaires? Voilà, les 2 traitements les plus modernes, outre l'amélioration de la chirurgie, de la radiothérapie, les 2 traitements les plus modernes, c'est d'abord une thérapie ciblée qui ne tue pas les cellules parce qu'elles se divisent, comme le faisait l'ancienne chimiothérapie, mais qui se dirige directement vers le signal qui est responsable de la cancérisation des cellules. Et donc, normalement, ça épargne les cellules non cancéreuses, car cela va vers l'anomalie de la cellule cancéreuse. On appelle ça la thérapie ciblée. Et l'autre thérapie, c'est l'immunothérapie. Normalement, les cellules cancéreuses sont étranges et étrangères, et nos cellules immunitaires devraient les rejeter. Mais le tissu cancéreux, il est extrêmement habile, et il est capable d'anesthésier le système immunitaire qui se lève contre lui. Et ce que l'on a trouvé récemment, c'est le moyen de lever cette anesthésie. Et donc, il y a là les cellules immunitaires, elles sont venues, elles sont prêtes à se battre, mais elles ont été anesthésiées par un gaz qui est diffusé, c'est pas un gaz naturellement, on arrête par ça la avec cellule cancéreuse. l'immunothérapie. Et par l'immunothérapie, on l'arrête. Et puis, on sait également modifier les cellules immunitaires pour qu'elles attaquent n'importe quelle cellule cancéreuse. Alors, C'est magnifique, mais tout le monde a accès à ces non, alors, traitements-là? tout le monde C'est a très cher? accès, c'est très cher, mais dans notre pays, il n'y a pas une limitation financière. Honnêtement, on est heureusement un pays où il y a des problèmes et des grandes inquiétudes de sécurité sociale, d'équilibre Eh oui. de nos comptes. Mais il n'y a pas de limitation de l'accès aux soins des personnes. Il n'y a pourtant que 20 à 50% des personnes qui réagissent aujourd'hui, mais énormément de nouvelles pistes d'immunothérapie, des dizaines et des dizaines sont à l'heure actuelle à l'étude. C'est là où résident les principales promesses. Il faut aussi évidemment mieux prévenir le cancer. Quelles sont les pistes? Le dépistage, par exemple, ça en fait partie? Alors, les pistes principales, c'est éviter les causes évitables. Oui, Éviter avant le tabac, dépistage, déjà, pas de voilà. tabac. L'alcool, l'obésité est une cause extrêmement importante. C'est ça qui est le plus important. Vous savez, 400 000 nouveaux cancers, dont 40% de causes évitables, 160 000 cancers évitables par an. 65 000 morts par cancer pourraient être évitées si les gens ne s'engageaient pas dans des pratiques cancérigènes. C'est ça la grande priorité. Eh bien voilà, une raison d'espérer. Merci encore. Merci Axel Kahn d'être venu sur notre plateau. Généticien et bien sûr président de la Ligue contre le cancer. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient ce soir sur les difficultés de la présidence Macron. Déjà critiquée pour ses mesures impopulaires, l'exécutif doit faire face à une série de couacs. L'allongement du congé pour le deuil d'un enfant, le cafouillage des municipales à Paris, encore l'affaire Mila. C'est dans l'air est intitulé ce soir Macronie, couac en stock. Bonne émission à vous.